suite, c'est pas péjoratif, c'est plutôt quelque chose de positif pour moi. Et du coup, voilà, donc moi-même, je cherche quelque chose dans un voyage. Et j'avais l'intention d'interroger des personnes qui sont dans ce même cas et savoir si eux ont trouvé leur bel horizon, entre guillemets, où ils en sont. Et donc rencontrer des migrants, ça faisait partie aussi de mon projet. J'avais très envie de rencontrer. Voilà, il y en a un grand débat de société. Faut faire très attention. Bon, je parti de mon pays parce qu'il y a des problèmes chez moi. Un, c'est un pays islamique. Deux, nous, les pays, on est considérés comme des esclaves chez nous. Et il y avait un événement en 1989 chez nous. On nous a déportés dans un autre pays proche. Et du coup, on a fait la paix, on est retourné là où on était. En 2005 aussi, il y a des émeutes et on nous a retourné encore au pays voisin. Et c'était en 2005. C'est à cause de ça que j'ai quitté mon pays. Et du coup, j'ai une histoire qui est longue. Souvent, je ne veux pas même parler parce que j'ai des souvenirs qui sont difficiles. Oui. Ouais, j'ai des souvenirs difficiles avec la noyade dans les océans. Et beaucoup de choses où j'ai vécu dans la forêt comme ça. C'est pas la première fois. Entre la Grèce et la Turquie, je l'ai vécu encore. J'ai dormi dans un arbre, une semaine dans un arbre. Et j'avais que mon sac à dos. Et j'ai vécu encore avec. Je voulais traverser, j'ai vécu la neige, où nous, avec les amis qu'on était ensemble, nous tous, nos jambes étaient enflées jusqu'à qu'il y avait ceux même qu'on a coupé leurs jambes et on a renvoyé au pays. Bon, beaucoup de choses que moi-même je ne veux pas parler parce que si je continue, je vais même pleurer parce que c'était tellement difficile. Bon, je suis venu en Grèce, j'ai fait 6 ans en Grèce et je me suis allé dans une autre île. J'étais à la capitale Athènes et je me suis rendu dans une autre île qui s'appelle Rhodos, où je travaillais dans un hôtel. Je faisais réceptionniste, animateur dans l'hôtel, traducteur de langue, français, anglais, grec. Et du coup, je faisais toujours des prisons parce que je n'avais pas de papiers. Toujours des prisons. 3 mois ici, 6 mois là-bas, et c'est difficile. On nous a mis dans des personnes qui sont très dangereuses, même si tu les regardes, si tu ne fais pas attention, je ne dis pas parler. Et le chef de police a dit, si on vous laisse aujourd'hui avec ces gars, ils vont vous tuer, vous tous. Donc on va vous laisser sortir, surtout toi Alpha. Et il ne faut pas être loin d'ici parce qu'on aura besoin de toi. Et du coup, j'ai acheté des papiers d'un Belge qui s'appelle Van Voistein Maxime. On se ressemblait beaucoup. Oui. Arrivé à l'aéroport de Grec, arrivé à la ligne, comme je me montre comme un Européen, j'ai droit. Arrivé à la ligne où je dois montrer mes papiers, je lui ai montré. Comme je suis noir, il a jeté mes papiers. Il a dit, moi, je ne suis pas européen. Je lui ai insulté. Il a dit, on va appeler la police. J'ai dit, appelle. Ils ont appelé la police est venue, ils m'ont parlé grec. J'ai dit, non, je ne parle pas grec. Moi, je parle français, anglais. Et du coup, ils m'ont dit, OK, comme tu as dit que c'était papier, on va te faire empreinte. On va t'amener, on va faire empreinte. Là aussi, si tu n'es pas un peu rude, tu vas dire, non, ce n'est pas moi. Parce que tout le monde dit, si on fait empreinte, ce n'est pas toi. J'ai dit, on va faire empreinte. Bon, quand j'ai dit on va faire empreinte, j'ai entendu un policier m'a dit bon, c'est lui. Bon, et j'avais mis tout à l'intérieur de la tête. Comment il s'appelle, le nom, la date de naissance, là où il habite. On m'a posé des questions, même la signature, je l'ai refait. Tout ça marchait, ils m'ont dit allez, vas-y. Et j'ai pris mon avion, je suis venu en Belgique, où j'ai fait 3 mois. Arrivé en Belgique aussi, c'était dur avec la politique, comment dire encore, l'immigration. Et du coup, je suis venu en France. Quand je suis venu en France, bon, j'étais venu pour demander ma nationalité parce que je suis fils d'ancien combattant. Et du coup, mon papa n'avait pas signé. On a dit que mon papa n'a pas signé la nationalité. Bon, du coup, j'étais un peu choqué. Et je vivais à Paris, comme il y avait beaucoup de...
la situation que je vois à Paris, je ne veux pas même répéter ce que je vis là-bas. Bon, du coup, ça m'a poussé encore à aller. Je voulais aller en Angleterre, je suis venu ici. Bon, l'Angleterre, j'ai un ami à moi qui est en Angleterre. Il m'a parlé de l'Angleterre parce que là-bas, si tu mets le premier pas en Angleterre, on ne te laisse jamais dormir comme ça dans les jungles ou bien dehors. On te prend en charge dans un hôtel et du coup, on va examiner ton demande et on va te donner une maison. Jamais tu dors dehors. Et là-bas aussi, les conditions d'asile, ce n'est pas comme la France. Là-bas, c'est vite fait. Dans 6 mois, tu vas savoir que tu vas avoir des papiers ou non. Ici, ça dure 1 an, souvent 1 an et poussière. Et ma famille, je voulais vraiment, si j'avais mes papiers, qu'ils soient près de moi. Oui. Ouais. Non, je ne suis pas marié parce que ma maman m'avait proposé de me marier. J'ai dit non, maman, parce que moi, je ne sais pas quand j'y vais et je ne sais pas quand je reviens. Et si je me marie, je vais faire souffrir ma femme pour rien. Et voilà ce que j'ai dit, j'ai 10 ans, c'est arrivé. Ouais. Ouais, c'est pas facile parce que rester 10 ans sans voir sa famille, ta maman, ton papa, tes petits frères, c'est pas facile. Il n'y a personne qui peut le faire. Bon, mais moi, je tiens bon parce que je suis croyant et je laisse toutes les choses aux mains de Dieu. Je ne perds jamais confiance. Toujours, je suis strong. Ouais. Et là, comme ça fait 10 ans que je parle, je suis un peu fatigué. Je dis, attends, je vais me reposer un peu. Voir le futur, qu'est-ce que ça va me donner. Ouais. Je suis entre l'Angleterre et la France. Ouais. Ouais. Souvent, j'ai des mauvaises paroles, qu'on nous menace, qu'on nous parle des mauvaises choses, les migrants, rentrez chez vous. Ouais. Depuis que je suis venu ici, quand même, il y a des choses qui ont quand même commencé à changer. Parce que j'attire toujours les gens près de moi. Parce que moi, j'ai dit, si tu es méchant contre moi, moi aussi, je me venge et on n'ira pas loin. Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Mieux vaut, moi, toujours mon message, c'est aimons-nous. La vie est belle, aimons-nous. La vie est un cadeau du bon Dieu. L'amour est notre richesse. C'est la paix et l'amour, moi, que je parle. Je ne parle pas du terrorisme, je ne parle pas de la guerre. On n'est pas venu ça en France. Ce n'est pas à cause de ça qu'on est venu en France. Ce n'est pas à cause de ça qu'on veut aller en Angleterre. Ouais. Moi, je suis vacciné, moi, contre le racisme. Ouais. Parce que je suis contre le fascisme, le racisme, l'hypocrisie. Ça ne mène nulle part. C'est pourquoi j'ai écrit sur mon panneau, ici on vend du vaccin contre le racisme. Parce que j'ai dit que le racisme est une maladie causée par l'ignorance. On me tue, on ne me déshonore pas, parce que dans ma culture, on nous appelle les tcheddos. Les tcheddos, c'est des djambars. C'est des guerriers qui ne reculent jamais. Même un lion devant toi, on ne recule pas. Nous, si on recule, on nous tue. Il n'y a pas de recul, avancer. C'est comme l'armée. C'est ça notre culture. Quel que soit Alpha, je vais atteindre mon but. Ou bien tu me tues. Mais jamais je recule. Ouais. Ouais. Alpha, je te remercie beaucoup. De rien. Avant d'entrer au monastère, j'ai fait des études de dentiste, puis j'ai travaillé 2 ans, 2 ans et demi comme dentiste. Mais en fait, très vite, j'étais dans une ville de 15 000 habitants environ, avec une autre dentiste, qui était une cousine de mon père, et qui est décédée 6 mois après que je me suis installé comme dentiste. Et donc, j'ai attrapé tout de suite sa clientèle. Donc j'ai très vite gagné beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui on dit les dentistes gagnent beaucoup d'argent, mais à l'époque il y en avait moins et puis c'était vraiment... Enfin moi j'étais dans les situations la plus favorable possible, quoi.
Et paradoxalement, c'est un peu... c'est ce fait d'avoir gagné beaucoup d'argent qui m'a posé question. Ce qui a étonné beaucoup mon entourage, y compris des représentants de produits dentaires qui ne comprenaient pas. Mais de fait, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, gagner ma vie, gagner autant d'argent, finalement, ça sert à quoi? Alors jusqu'au jour où un copain qui avait été au collège, au lycée avec moi et qui était prof dans le lycée où on avait été, m'a un jour invité à des réunions avec des professeurs, des jeunes profs, pour discuter sur un livre qui parlait de la foi chrétienne, donc qui était d'un jésuite français, François Varillon. Et le livre s'appelait « Joie de croire, joie de vivre ». Et alors là, c'est là que j'ai découvert, alors que j'étais chrétien, catholique, pratiquant, il y avait une chose que je n'avais pas réalisée, c'était que ce qu'il présentait, c'était que finalement, la pointe de la foi chrétienne, c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors ça m'a un petit peu choqué. Ça ne veut pas dire que l'homme se fait Dieu par ses propres forces, mais qu'il accueille de la part de Dieu le don de la vie divine. Et alors là, j'ai compris que la pointe de la foi chrétienne, c'était ça. C'était qu'on était appelé à vivre de la vie même de Dieu. Et alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben Dieu comme ça, il faut que je me donne complètement à lui, quoi. Dieu s'est fait homme, il a voulu vivre la vie des hommes. Je crois que pour moi, ça change beaucoup de choses, parce que quand je prie Dieu, je prie un Dieu qui sait ce que c'est que vivre la vie d'un homme. Et du coup, quand je le prie, je ne peux pas lui dire, oui, ben toi, t'es peinard dans ton ciel, tu ne sais pas ce que nous, on souffre. Ben si, il sait ce que c'est que d'avoir faim, d'avoir soif, d'être lâché, de souffrir, de mourir, l'expérience de la mort. Et ça change beaucoup de choses, je trouve, dans la prière. Alors la vie monastique, pourquoi? Ce qui m'a plu, c'est la vie commune, c'est la prière liturgique, donc les offices avec des chants, bon, j'aimais beaucoup chanter. Et puis le travail, une vie de travail aussi. C'est que les moines travaillent pour gagner leur vie, quoi. Ça m'intéressait beaucoup avec cet aspect de vie commune. Et puis le fait aussi d'être un peu à l'écart, d'être retiré. Alors ça, mais aussi, justement, de la distance par rapport à chez moi. Pourquoi? Parce que je me disais, si j'étais trop près de chez moi, j'aurais mes copains, mes copines qui vont venir me rendre visite, j'aurais ma famille qui viendra me rendre visite, et ça sera trop près et j'aurais du mal. J'ai peut-être perçu, même si je n'ai travaillé que 2 ans, peut-être le risque d'une certaine monotonie. Et puis, mais la question pour moi, c'était d'avoir un sens à ma vie. Et que pour moi, gagner beaucoup d'argent, ça ne suffisait pas, quoi. Mais vraiment, ça ne suffisait pas. Mais le fait d'être à l'écart, le fait d'être dans la forêt, soude aussi la communauté, ça je crois vraiment. Bon, alors quand c'est en été, ça se sent moins. Mais en hiver, arriver en hiver ici, quand il y a de la brume, quand il fait froid, quand même de la neige ou de la pluie, qu'il fait sombre, que les journées sont courtes, eh bien ça oblige peut-être quelque part un peu les frères à une certaine chaleur communautaire. Mais c'est vrai qu'un monastère, fondamentalement, il est ouvert au monde parce qu'on n'est pas moine pour soi. On est moine pour prier pour le monde. Mais je crois que le fait d'être à l'écart, d'ailleurs les gens le sentent comme ça, parce que bon, si on a 4000 personnes qui viennent pour des retraites par an, c'est que les gens perçoivent bien que des moines qui sont un peu à l'écart, en fait, peuvent avoir un regard, une certaine distance par rapport à ce qu'eux vivent, et que souvent des gens nous disent, on vit ça, mais on ne parvient plus à voir ce qui est authentique dans notre vie, ce qui ne l'est pas, on est pris par le temps. Alors, nous, on a un peu de distance, et ça permet justement de pouvoir aider des gens, et les gens le perçoivent bien comme ça. Quand on parle avec des couples, souvent, c'est intéressant, parce qu'on pourrait dire, des célibataires, qu'est-ce qu'ils ont à dire? En fait, quand on parle avec un couple, tout de suite, les couples comprennent très vite qu'on vit en gros les mêmes choses qu'eux, quoi. Alors nous, c'est une communauté d'hommes, c'est entre un homme et une femme, puis les enfants, la famille, mais qu'il y a des éléments communs à toute vie commune. Et qu'il y a des petites recettes, quoi, pour être heureux dans une vie commune, quoi. Alors peut-être une chose, aujourd'hui, on a du mal de ne pas jauger uniquement l'amour sur la question affection ou affectif. Mais je crois que ça, il faut avoir fait l'expérience de vie. Maintenant, je dirais effectivement, le cœur qui bat, ça se fatigue, je dirais.
Et peut-être c'est pour ça qu'il y a tant de couples qui ont parfois des problèmes, c'est qu'au début, ils croient qu'ils s'aiment simplement parce qu'il y a de l'affectif. Alors, il faut de l'affectif aussi, pas des blocs de pierre, hein. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut quelque chose un peu plus profond pour que ça dure. Parce que après 20 ans, 30 ans, 40 ans, justement, l'affection, elle ne s'exprime plus de la même façon, le cœur, il bat plus de la même façon, puis on connaît plus la personne, on connaît toutes ses qualités, tous ses défauts. Si on ne reste qu'au niveau de l'affectif, uniquement, ça ne tient pas. Et ça, parfois, parce que le problème, quand on est dans l'affectif, on voit l'affectif pour soi, on le voit moins pour l'autre. Ou même quand on donne de l'affectif, on dit parfois ça, en fait, on n'aime pas la personne, on s'aime aimant la personne. Et pourtant, il faudrait pouvoir aimer l'autre parce que ça lui fait plaisir d'être aimé. Oui. Et pas seulement parce que ça me fait plaisir de l'aimer. C'est un travail de maturité, je crois.